l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue, voici les titres de ce journal. Plus de 3 mois après le début de l'offensive militaire au Mali, l'ONU envisage le déploiement de 11 200 casques bleus sur le terrain. La MISMA pourrait également être sous mandat onusien. Les recommandations de ces deux missions seront présentées ce soir au Conseil de sécurité par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Promesse tenue en République centrafricaine, malgré le coup d'État, le nouvel renfort de Bangui, Michel Djotodia, a reconduit dans ses fonctions le Premier ministre Nicolas Tchangaï, un semblant de stabilité politique qui ne cache pas une autre réalité depuis dimanche, les pillages de la capitale centrafricaine. Et enfin, fin à Durban, en Afrique du Sud, du 5e sommet des BRICS avec une feuille de route, non pas comme promis la création d'une banque commune, mais plutôt le renforcement des échanges commerciaux entre les 5 pays émergents. Bonsoir. Les Nations Unies envisagent donc de déployer au Mali une mission de maintien de la paix forte de 11 200 hommes accompagnés d'une force parallèle pour combattre les groupes extrémistes islamistes, un projet porté par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui doit le présenter aujourd'hui au Conseil de sécurité. Plus de 3 mois après le début de l'offensive militaire au Mali, les forces étrangères au sol pourraient entamer une transition. C'est en tout cas la volonté du secrétaire général des Nations Unies. Ban Ki-moon envisage plusieurs options, parmi elles le déploiement de 11 200 casques bleus sur le terrain. La MISMA, la force panafricaine constituée de 6 300 soldats d'Afrique de l'Ouest et du Tchad, passerait ainsi sous mandat onusien. Des casques bleus qui seraient déployés essentiellement dans le nord du pays, avec pour base logistique Gao ou Sévaré. Mais avec une mission uniquement de maintien de la paix. Pas question pour ce contingent de mener des opérations antiterroristes. Ban Ki-moon propose la mise en place d'une force parallèle pour faire face aux offensives des combattants islamistes. Une mission qui resterait à la charge de la France, même si Paris souhaite réduire progressivement sa présence au cours des prochains mois. Pour le moment, 4000 militaires français sont actuellement déployés dans le pays. Dans son rapport, Ban Ki-moon pointe du doigt l'instabilité politique du Mali et l'insécurité. Il estime que les conditions ne sont pas encore réunies pour un déploiement rapide de cette force onusienne. Toujours au Mali, en prélude à la formation de l'armée malienne par les instructeurs de l'Union européenne, une formation de 4 jours a été initiée par l'état-major général des armées en partenariat avec ONU Femmes et le Royaume des Pays-Bas, débuté ce mercredi à Bamako. Elle concerne 650 éléments qui seront formés aux méthodes de protection des filles et femmes pendant et après les conflits armés. Ils renforceront également leurs capacités en droit international humanitaire. Cette formation fait suite à une série entamée depuis septembre 2012 qui ambitionne de former 4000 officiers, sous-officiers et soldats de rang. Le slogan de cet atelier demeure: si l'on n'apporte pas de réponse à la violence sexuelle en période de conflit armé, alors c'est la violence sexuelle qui prendra le dessus pour régner pendant la période post-conflit et transformer la paix apparente en une parodie de paix pour la moitié de la population. Fin de citation, nous y reviendrons bien sûr plus en détail dans nos prochaines éditions. Le Mali a célébré hier le 22e anniversaire de l'avènement de la démocratie. La commune de Ouéléssébougou, qui a accueilli pour la circonstance l'ambassadeur sortant de la France au Mali, a tenu à lui témoigner sa gratitude pour l'engagement de son pays aux côtés du Mali. Envoyé spéciaux, Abdoulaye Kone Moussabari. L'amitié franco-malienne se porte bien, en témoigne la politique de coopération décentralisée et le jumelage entre la commune de Ouéléssébougou et Pontivy en France. En marge donc de la cérémonie commémorative du 26 mars qui illustre la bataille pour la démocratie au Mali, l'ambassadeur de France en fin d'exercice était l'hôte de la cité du Djitoumou. Ce sera un souvenir marquant puisque, comme vous le savez, je suis sur le départ pour rentrer en France, mais terminer
le 26 mars, jour anniversaire d'un soulèvement pour la démocratie, c'était déjà important. Venir à Ouessélé-Bougou, une commune rurale dynamique, c'était aussi pour moi important. Et l'accueil qui m'a été réservé, évidemment, je ne peux pas être insensible. C'est vraiment un souvenir très, très, très marquant pour moi. Et puis, en dehors de l'aspect culturel, de l'aspect accueil, que j'ai pu, avec le maire, voir 3 réalisations très concrètes dans l'intérêt de la population, réalisées par la coopération française, soit d'État à État, soit la coopération décentralisée avec la ville de Pontivy. Pour Yéa Samake, maire de la localité et candidat aux prochaines élections présidentielles, la gratitude était le maître mot de cette cérémonie. L'espoir fondé sur cette journée commémorative, je crois que l'esprit a été un peu trahi. Les infrastructures que l'ambassadeur a bien voulu visiter avec moi, ont été réalisées dans le cadre de jumelage, de la coopération décentralisée que ma collectivité entretient avec des collectivités françaises, mais aussi par l'Agence française de développement. Et ces infrastructures ont beaucoup soulagé les communautés de Ouéléssébougou. Comme vous le savez, l'eau, c'est la vie. Pour d'abord lui exprimer toute la gratitude des communautés de Ouéléssébougou pour la quiétude que la France a apportée au Mali par la promptitude de son intervention militaire, mais aussi pour dire merci à nos amis qui, en ces temps difficiles, ont voulu tendre la main aux populations de Ouéléssébougou. Accompagné d'une forte délégation consulaire, Christian Rouillet s'est vu remettre le drapeau malien et un certificat de reconnaissance avant de visiter quelques infrastructures de base régissant le bon fonctionnement d'une commune rurale. Alors, après près d'un an d'exercice à l'ambassade de France au Mali, Christian Rouillet est en fin d'émission. Quelles sont alors ses impressions à l'heure de quitter le Mali? Le diplomate français répond toujours au micro de nos envoyés spéciaux. Alors, de quitter le Mali, c'est d'abord l'espoir. L'espoir que les élections qui sont programmées pourront se tenir, pourront être transparentes, pourront être démocratiques et amèneront vraiment un changement. Je crois qu'il est important dans la vie d'un pays de tenir compte qu'il y a eu une crise. Il faut analyser les causes de cette crise, bien sûr, et je crois qu'il est important que l'ensemble des Maliens participent massivement à ce vote et qu'ensemble, avec le soutien de la communauté internationale, le soutien de la France en particulier, on puisse refonder le Mali. C'est l'espoir que je garde en quittant ce pays que j'ai appris à aimer, que j'ai découvert, que j'ai pas assez découvert parce que j'aurais aimé pouvoir circuler plus dans le pays. Les circonstances ne l'ont pas permis, mais disons que de France, j'aurai toujours un œil sur l'avenir du Mali. Je sais que j'y laisse des amis, je sais que ces amis peuvent aussi venir me voir et qu'on ne s'en privera pas. Promesse tenue en République centrafricaine, malgré le coup d'État, le président autoproclamé Michel Djotodia a reconduit Nicolas Tiangay à la tête du gouvernement d'union nationale, une reconduction qui, selon le nouvel enfer de Bangui, s'inscrit dans le respect des accords de paix de Libreville, mais ces semblants de stabilité politique ne cachent pas une autre réalité, le pillage de la capitale centrafricaine. Trailleuses chargées, ils patrouillent dans la capitale, ils chassent les pillards. Ils, ce sont les ex-rebelles de la Séléka qui obéissent aux ordres du nouveau pouvoir à Bangui. Le coup de force a eu lieu il y a quelques jours seulement. Il faut donc sécuriser la ville et restaurer l'ordre, gare aux voleurs. Dans cette mission, les membres de la Séléka sont épaulés par les troupes de la FOMAC, la force multinationale d'Afrique centrale. Officiellement, la situation s'améliorerait petit à petit, mais nombre de magasins dévastés sont toujours fermés. Si le marché lui tente de rouvrir ses étals, les prix sont exorbitants. Les habitants de la capitale attendent de l'aide. On a toujours très peur. Nous avons tant bien que mal essayé d'avoir des éléments de sécurité qui sont là, mais ça n'empêche pas, il y a toujours des visites ponctuelles qui arrivent, et les dégâts continuent. Donc nous appelons vraiment aux nouvelles autorités d'essayer de stabiliser la situation. Ce que je demanderais donc aux nouvelles autorités du pays, c'est de redémarrer rapidement avec les activités économiques et surtout que le travail reprenne, que tout le monde repart à ses activités.
Au regard de ces images, Bangui semble relativement calme la journée, mais impossible de donner un bilan humain de ce coup de force. Combien de morts, combien de blessés? Selon la Croix-Rouge, ils seraient nombreux. Autre titre de l'actualité de ce mercredi, fin à Durban en Afrique du Sud du 5e sommet des BRICS sur fond d'un bilan mitigé. Les 5 pays émergents aux intérêts divergents ne sont pas parvenus à créer leur banque commune pour se passer de l'aide de la Banque mondiale. Compromis, on note cependant une augmentation des échanges commerciaux entre les 5. Pas d'avancée majeure après ce sommet des pays émergents des BRICS, à savoir Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Difficile pour eux, au profil si hétéroclite, de fonder des institutions communes. Mais l'idée était de se féliciter malgré tout. La création de ce sommet améliore les efforts de nos gouvernements. Nos flux commerciaux avec l'ensemble du monde ont augmenté de 482%. Des échanges commerciaux en hausse, mais il n'y aura pas pour le moment de banque de développement comme l'espéraient les 5 pays. Le projet est remis à plus tard. Des négociations peuvent commencer. La base, un capital de départ de 50 milliards de dollars, ce qui pourrait grandement aider le développement des infrastructures de l'Afrique du Sud surtout. Il est grandement signifiant pour les chefs d'entreprise des BRICS d'être ensemble et de discuter des moyens de coopération. J'aimerais noter les réussites que ce sommet a permis depuis ses débuts. Pour la Chine, c'est sûr, les opportunités sont grandes et certains craignent même que les BRICS n'assoient un peu plus la domination chinoise. Mais l'ambition des BRICS est de se départir de l'influence des pays occidentaux, de la Banque mondiale et du FMI. Les BRICS tiennent une place unique dans l'économie globale, le plus grand marché dans le monde. Nos pays représentent 40% de la population mondiale. Les nations des BRICS ont de nombreuses ressources naturelles et ont bien préparé leur base industrielle et formé leur personnel. Durant ce sommet, quelques contrats bilatéraux ont été signés, notamment entre la Chine et l'Afrique du Sud, dans les domaines des hydrocarbures et du développement du réseau de transport. Voici à présent le reste de l'actualité en bref et en images, rassemblée et commentée par Mahmoud Kabadiakiti. Une nouvelle impulsion pour la coopération Turquie-Cameroun. Le président Paul Biya effectue une visite d'État depuis lundi 25 mars en Turquie dans le but du renforcement de la coopération bilatérale entre le Cameroun et Ankara. À cet effet, environ une dizaine d'accords ont été signés mardi pour booster cette coopération portant sur la défense, le tourisme, l'audiovisuel, les académies diplomatiques, l'énergie et l'exploitation minière. La 24e session extraordinaire du comité de coordination de la commission sous-régionale des pêches s'est tenue hier à Dakar. Experts et directeurs de pêche des 7 pays membres de la commission se sont penchés sur la problématique de la surexploitation des espèces marines de la pêche illicite. Il s'agit de favoriser une gestion rationnelle des stocks halieutiques partagés. Dans l'affaire Bettencourt, Nicolas Sarkozy dénonce une mise en examen injuste et infondée. L'ancien président français a décidé de sortir de son silence après sa mise en examen pour abus de faiblesse dans l'affaire Bettencourt. Sans pour autant prendre la parole publiquement, il a posté un message sur sa page Facebook pour dénoncer une mise en examen injuste et infondée. Il estime avoir été victime de l'acharnement d'un juge, mais affirme faire confiance dans l'institution judiciaire en affirmant que la vérité finira par triompher. Dans le monde, les catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme ont causé des pertes économiques de 186 milliards de dollars en 2012 au niveau mondial, selon une étude publiée mercredi par le réassureur suisse. La facture que devront payer les assureurs suite à ces catastrophes s'élève à 77 milliards de dollars, ce qui fait de 2012 la 3e année la plus coûteuse de l'histoire de l'assurance, a indiqué le groupe suisse dans un communiqué.
Ouverture ce mercredi à Niamey au Niger d'un atelier organisé par l'Association africaine du Crédit Rural. Cet atelier a pour but de développer les produits financiers alternatifs afin de soutenir durablement la production agricole dans le pays. Des précisions avec Sarki Aboubakar Razagabati, notre bureau permanent à Niamey. L'Association africaine du Crédit Rural est au chevet du secteur rural et agricole sur le continent. Cet atelier qui porte principalement sur le financement de la chaîne de valeur dans l'agriculture, notamment les activités de production, de stockage, de transport, de transformation et de distribution constitue une plateforme d'échange d'expériences réussie afin de créer les conditions indispensables d'accompagnement du secteur agricole. Les différents acteurs de la finance que nous sommes devons imaginer des produits financiers alternatifs pour soutenir durablement la production agricole. En effet, les réglementations bancaires ne prévoient pas de taux préférentiels pour les investissements dans le secteur agricole et connexe. De même, les subventions et fonds de garantie sont de plus en plus difficiles à mettre en place au profit de ces secteurs. Cet atelier se tient à un moment où les autorités nigériennes se sont fixées comme priorité la sécurité et l'autosuffisance alimentaire. Dans le cas du Niger, cette cérémonie me donne l'occasion de réaffirmer la conviction et la détermination des autorités de la 7e République et plus particulièrement celle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de faire du secteur rural le socle de notre politique de développement économique et social. Prévu pour durer 3 jours, il est d'une importance capitale pour le développement du secteur rural et agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est donc attendu à l'issue des travaux un dispositif qui soit efficace et mieux adapté aux besoins des populations. Rendons-nous à présent au Sénégal où s'est également tenu ce mercredi un atelier organisé par le ministère de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation. L'atelier présidé par le chef du département Kadim Diop vise à coordonner les synergies en vue du prochain hivernage. En clair, il s'agit de gérer et prévenir les risques d'inondation dans le pays. Louis Tina Sayan, Pendamba et Antoumara avec notre bureau permanent à Dakar. Suite aux drames sociaux liés aux inondations l'année dernière faisant état de 26 pertes en vies humaines, plus de 250 000 sinistrés et plus de 9 000 concessions inondées rien que dans la région de Dakar, le ministère de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation tient un atelier de coordination et de mise en cohérence des actions de l'État dans la gestion des inondations en prévision de l'hivernage qui s'annonce. Ce nouveau département ministériel que j'ai le privilège de diriger a pour mission principale, à travers une mise en cohérence des politiques, d'élaborer et de mettre en œuvre les mécanismes et outils de prévention des risques d'inondation, de trouver des solutions durables aux problèmes des inondations à travers la restructuration et l'aménagement des zones concernées, et enfin de déplacer et de reloger les populations installées dans les bas-fonds. À 3 mois de l'hivernage, selon le ministre de tutelle, il est important et nécessaire que les acteurs qui interviennent dans la gestion des inondations se réunissent pour se préparer efficacement afin d'atténuer les risques et conséquences éventuelles. Il lance par la même occasion un appel aux populations afin que ces dernières sauvegardent les ouvrages pour le bien-être de tous. Une prise de conscience est nécessaire. Aujourd'hui, on parle beaucoup des bassins de rétention qui causent des morts. Ces bassins de rétention avaient été initiés pour trouver des solutions aux difficultés rencontrées par les populations. Et je pense qu'un début de solution a été obtenu avec certaines populations qui sont sorties des eaux. Mais sortir des eaux, c'est une chose, mais également sauvegarder les ouvrages qui ont été érigés pour trouver des solutions aux problèmes en est une autre. Et donc je lance un appel à toutes les populations vraiment de faire tout pour sauvegarder les ouvrages qui sont déjà en place. La phase d'urgence de cette opération est budgétisée à 66 milliards de francs CFA. Qui l'aurait imaginé dans un passé encore récent? Ce sont des Marocains qui bravaient tout pour chercher une vie meilleure ailleurs. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce sont des Espagnols touchés par un taux de chômage qui dépasse les 25%. Ils choisissent désormais la destination Maroc comme un nouvel Eldorado. Quand une terre d'émigration devient une terre d'immigration, c'est le dernier élément de ce journal. Regardez. Le rêve en cuisine, c'est comme ça que Pepe Garrigas a décidé de changer de vie. Il a ouvert il y a quelques mois ce bar à tapas, chic et branché, la touche espagnole de la Movida affichée. Sauf que ce n'est pas à Madrid ou à Barcelone qu'il s'est lancé, mais à Rabat.
Il fut longtemps correspondant au Maroc pour une chaîne de télévision espagnole, mais quand son bureau a été supprimé, il n'a pas hésité à quitter le journalisme. J'avais un poste de journaliste qui m'attendait à Barcelone, mais à cause de la mauvaise situation là-bas, j'ai décidé que je devais ouvrir ce lieu, parce qu'il y a des secteurs dans l'économie marocaine, tels que la restauration, que les Espagnols connaissent bien. Il y a des opportunités qui existent pour des gens comme moi, et qui peuvent donc avoir un futur prospère au Maroc. Dans un passé pas si lointain, des Marocains brûlaient leurs papiers à la conquête d'une nouvelle vie en Espagne. Aujourd'hui, le courant s'est inversé en Méditerranée. Ils sont déjà plus de 3000 Espagnols à avoir traversé la mer pour fuir la crise et ses 25% de chômage. À tel point que des sociétés de conseil se créent au Maroc pour faciliter les démarches. Les Espagnols, comme beaucoup d'autres Européens, ont peur d'investir seuls au Maroc. Ils préfèrent avoir un partenaire marocain qui leur montre comment cela se passe dans ce pays. C'est la méthode de Luis Fernando l'Espagnol et d'Aziza la Marocaine pour conquérir cet Eldorado rêvé. Ensemble, ils ont monté leur élevage bovin dans la province de Noisseur. Il m'a dit qu'il y avait un problème de langue et qu'il n'est pas facile de traiter avec les Marocains. Je lui ai dit pas de problème, moi je suis marocaine. Travaillons ensemble et cela se passera bien. Le Maroc n'est plus ce qu'il était et il a de bonnes relations avec les autres pays, notamment l'Espagne. Nous avons lancé cette entreprise il y a 5 mois déjà. Tous les espoirs reposent sur ce cheptel voué à grandir, le pari pour continuer d'y croire, loin de l'Espagne. Voilà un reportage qui dissuade certains départs pour l'Europe. L'Afrique est également un Eldorado. Vous l'avez regardé tout à l'heure dans ce reportage. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision. À demain. L'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.